Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Alors oui, je suis à la bourre, mais j'ai une petite excuse dans mon chapeau. Pour ceux qui l'ont raté, hier j'étais invitée dans l'émission de Crypto Bubule. C'était une expérience inédite pour moi. J'ai vraiment adoré l'exercice. J'en profite pour remercier tous ceux qui étaient présents lors du live. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de la rediffusion juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube pour découvrir toutes les interviews des différents acteurs et intervenants dans la cryptosphère. Allez, on peut passer à notre Fear and Greed Index côté crypto qui est toujours dans l'extrême peur à 20. Et du côté des marchés US, on est toujours dans le grid à 64. Installez-vous confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Enfin, ça y est, il l'a fait, ça vient de sortir. Binance met en place un fonds pour sauver l'industrie de 1 milliard et peut-être qu'il peut passer même à 2 milliards. C'est un fonds qui est en BUSD, l'adresse est complètement ouverte. Et l'idée, c'est que c'est 1 milliard pour l'instant. Il y a des gros partenaires, il y a vraiment des très très gros partenaires qui sont venus dedans. Et on apprend qu'ils sont prêts à le passer à 2 milliards. Et c'est un fonds vraiment ponctuel pour des entreprises en difficulté, sans que ce soit de leur faute. Par exemple, si c'est une entreprise qui a fait des arnaques, bien évidemment, ils ne leur prêteront pas. Mais c'est quand même intéressant, c'est qu'il le fait quand même ce qu'il a dit. Et la société, voilà, c'est un truc qui va durer 6 mois et ça va permettre d'aider vraiment des entreprises ponctuellement en difficulté pour un peu sauver des entreprises qui ont quand même des business intéressants, mais qui ponctuellement, avec ce qui se passe, la crise de liquidité, peuvent se retrouver en difficulté financière. Et il semblerait qu'ils ont déjà 150 demandes. CZ, il a posté quelque chose en disant voilà l'adresse Ethereum associée à notre engagement initial de 1 milliard de dollars, de 1 milliard de BUSD. Donc on peut aller vérifier l'adresse ensuite sur le réseau Ethereum, c'est la transparence de la blockchain. On peut voir l'adresse Ether en question, elle est bien disponible. On voit bien qu'il y a eu un versement de 600 millions de BUSD et de 400 millions de BUSD, donc on a bien les 1 milliard qui ont été versés. Mais ce qui inquiète, c'est que cet argent a été versé d'un wallet qui s'appelle Binance 14, et Binance 14, on le retrouve en fait dans l'adresse des wallets de Binance qui avait été publiée il y a quelques semaines. C'est-à-dire que cette adresse est censée contenir en fait des fonds utilisateurs. Donc pourquoi l'argent, on va dire, des utilisateurs sert pour créer ce fonds? C'est les gens ont commencé à s'inquiéter sur ce sujet-là. En creusant un peu, on peut voir en fait que le wallet en question que j'ai appelé Binance 14, il a été chargé par un autre wallet qui était un cold wallet de Binance qui était censé aussi détenir des fonds utilisateurs parce qu'on le retrouve aussi dans cette liste-là. Et les gens se sont dit, pourquoi Binance utilise ces fonds, utilise les fonds qui étaient en cold wallet, les fonds qui étaient mis comme des fonds de la réserve pour initier des virements vers ce nouveau wallet, vers ce nouveau fonds pour aider les sociétés en difficulté. Donc Larry Cermak a posé un certain nombre de questions, il travaille chez TheBlock. Depuis, on a eu la confirmation de Binance comme quoi en fait les 1 milliard ne provenaient pas des fonds des utilisateurs mais provenaient des propres actifs de Binance. Ils ont dit voilà, attention, on n'utilise pas du tout les fonds des utilisateurs. En gros, ils essaient de rassurer le marché en disant c'est pas du tout comme FTX. Mais bon, moi je trouve qu'on attend quand même un peu plus de clarification de est-ce que ça veut dire en fait que les propres fonds de Binance sont aussi dans les cold wallets qui sont censés détenir les fonds des utilisateurs et du coup Binance tient une comptabilité à part en mettant on va dire tous leurs fonds et les fonds des utilisateurs au même endroit mais en disant voilà les fonds des utilisateurs c'est X milliards et nous on a 1 milliard de fonds propres sur ces fonds. Ça mérite une clarification, honnêtement. Surtout vu ce qui est en train de se passer, vu ce qui s'est passé avec FTX, il vaut mieux bien préciser les choses. C'est très bien que Binance fait preuve de transparence en listant tous les wallets. Maintenant, il faut juste clarifier, est-ce que tous ces wallets, il y a que les fonds des utilisateurs ou est-ce qu'il y a aussi les fonds de Binance qui sont stockés dessus? Ça, c'est, on va dire, plus étrange. Donc bon, je vous tiendrai au courant dès que j'ai plus d'infos sur le sujet. Les Australiens sont avertis d'éviter les portefeuilles en papier crypto qu'ils trouvent dans la rue. Et ben voilà, maintenant on a des portefeuilles en papier crypto, ça c'est géant ça. Et j'en ai pas trouvé encore. Et là que l'on voit, là on les voit, Scalm Alert.
Les Australiens ont été avertis de rester à l'écart des portefeuilles en papier Bitcoin suspects, qu'ils fonctionnent en attirant les victimes pour qu'elles accèdent à un portefeuille crypto lucratif, mais les vident finalement de leurs propres avoirs en crypto. Ouais, j'imagine qu'ils vous mettent un lien avec, voilà, ils vous mettent les codes, les machins, donc vous allez dessus, vous faites tout piller votre truc et tout. Voilà, bon, allez, ça c'est pour la petite blague, mais c'est pour vous dire que les escrocs sont inventifs au moins, ils sont super inventifs pour faire toutes sortes de choses, on le sait. Mais revenons aux autres actualités du secteur crypto avec Curve Finance qui en dit un peu plus sur son futur stablecoin. En effet, le protocole de finance décentralisée vient de publier le code ainsi que le white paper de leur CRV USD sur la plateforme GitHub. Et ce qu'il faut retenir, c'est que leur stablecoin sera décentralisé, surcollatéralisé avec différents actifs crypto au contraire de l'USDC ou de l'USDT qui sont garantis par des monnaies fiat. Et on apprend également qu'il s'agira d'un stablecoin algorithmique tout comme l'UST de Terra, à la différence que les mécanismes de stabilisation qu'ils ont mis en place devraient a priori résoudre les risques de liquidation pour la fabrication et l'empreinte de stablecoin. Donc au final, Curve Finance avance à grands pas dans l'émission de leur stablecoin, mais pour le moment, aucune date de lancement officielle n'a été dévoilée. Parlons maintenant de MetaMask. MetaMask, le wallet le plus utilisé dans la finance décentralisée. Vous voyez, c'est le petit renard ici que j'ai sur mon navigateur. Il y a une information qui vient de tomber autour de la maison mère de MetaMask qui est Consensus. Ils viennent en fait de publier une nouvelle politique de sécurité des données. Ils collectent l'adresse IP et l'adresse Ethereum des utilisateurs qui du coup utilisent MetaMask avec le mode de fonctionnement par défaut qui est une connexion au RPC, on va dire au nœud distant que offre Infura qui est aussi une filiale on va dire de Consensus. Donc au final, si vous utilisez MetaMask avec une configuration de base, MetaMask ou la maison mère a votre adresse IP et votre wallet. Et les gens ne sont pas du tout contents de ça parce qu'en fait ça casse un peu l'aspect anonymat qui a associé aux crypto-monnaies. On n'est pas censé, on va dire, savoir qui on est. Et en fait avec ça, potentiellement, MetaMask pourrait corréler adresse IP et wallet pour ensuite savoir que telle personne est derrière une adresse. Je sais pas s'il y a une demande du gouvernement pour savoir, dites-moi les wallets utilisés par cette adresse IP, potentiellement Consensus aurait l'information. Donc a priori c'est un peu plus compliqué que ça. On a Dan Finlay qui travaille chez MetaMask qui a dit que en fait ils se servent pas vraiment des adresses IP et elles sont stockées uniquement temporairement et normalement on devrait même pas en avoir besoin. Et du coup ils vont essayer de clarifier tout ça un peu plus tard, mais pour l'instant le résultat il est là, c'est qu'ils ont le droit de collecter l'adresse IP et le wallet. Comment faire pour se protéger de ça? Honnêtement, la solution la plus simple c'est d'utiliser un VPN. Et c'est pour cela que je vais vous parler de NordVPN. Non, je rigole, j'ai aucun partenariat avec NordVPN. Je vous conseille d'utiliser un VPN sérieux. Je ferai pas de pub pour l'instant un VPN sur cette plateforme. Mais en fait, c'est le meilleur moyen pour que MetaMask n'ait pas accès à votre adresse IP. Si vous faites des transactions, si vous envoyez une transaction sur le réseau Ethereum ou autre, avec un nœud, on va dire, par défaut, utilisez le VPN, vous posez pas trop de questions, comme ça MetaMask aura que une adresse IP qui est celle de l'adresse du VPN, et le nœud, le VPN en question, lui effectivement il aura l'adresse IP, après il faut bien choisir le VPN, il y en a certains qui disent ne pas garder de log, etc. Mais je préfère, on va dire, décorréler les deux, que le VPN ait mon adresse IP, et que en fait le wallet Ethereum n'ait jamais adresse IP. Parce qu'en fait il y a l'autre solution, c'est de changer de wallet, utiliser un autre wallet que MetaMask, mais la solution sera quasiment la même, vous devrez toujours faire confiance au fournisseur de l'autre wallet, au fournisseur du service distant de l'autre wallet, de ne pas en fait conserver votre adresse IP. La meilleure solution, mais qui est beaucoup plus compliquée, c'est de faire tourner un nœud vous-même. Faire tourner un nœud Ethereum vous-même ou un nœud de votre blockchain préféré vous-même et configurer MetaMask pour qu'il communique directement avec ce nœud. Mais c'est quelque chose qui est, on va dire, pas pour le plus grand public, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et n'oublions pas que moi je dis parfois, je sais pas, c'est pas toujours vérifié, mais que finalement les cryptos c'est souvent le canari dans la mine, hein, c'est-à-dire que quand ça s'excite du côté des cryptos, souvent assez rapidement, tous ceux de la finance traditionnelle qui montrent les cryptos du doigt en disant regardez le bazar, et en fait on s'aperçoit que la Crédit Suisse, ils annoncent donc un dernier trimestre catastrophique avec une perte de 1,6 milliard, mais tenez-vous bien, il y a un retrait. C'est un bank run en fait. Il y a un retrait de 88 milliards dans notre Crédit Suisse. Crédit Suisse, c'est une des plus grosses banques d'affaires européennes, voire mondiale. C'est énorme, si vous voulez. Si jamais cette banque fait faillite,
ils sont tous très interconnectés avec les produits dérivés. Et là, c'est l'effet domino assuré. Donc, ce qu'on vient de vivre à notre petite échelle, là, c'est, on parle même pas des Deutsche Bank et Co. Je veux dire, c'est donc. Je pense que chacun ses problèmes, et que je pense que la finance traditionnelle, on est très loin d'être sorti d'affaires, et que alors après ils vont sûrement dire que c'est de la faute des cryptos, mais je vous ai déjà expliqué que ce n'était pas possible. Ici, notre ami, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus, je vais plutôt cliquer là pour le traduire, qui nous dit pas plus tard que mardi, Wall Street parlait encore de la fin zéro Covid, de la réouverture de la Chine. Maintenant, on devrait considérer des verrouillages durs vont arriver. Pourquoi? Parce que là, tu vois, explosion des cas contacts sur la Chine, et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon pour l'inflation, c'est pas très bon pour la récession, c'est pas très bon dès que la Chine ferme pour tout, en fait. Donc, il faudra faire très attention. Allez, on commence directement par le Dixie, le patron, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc, le Dixie, on voit qu'il continue dans sa tendance, baissière, non, pas sa tendance baissière, excusez-moi, tendance de fond haussière, retournement haussier, potentiel retournement de tendance, avec ici un triple top, ça, vous le savez, en tout cas, tous ceux qui me suivent au quotidien. Donc les triple tops ont été validés, on continue dans la tendance. Ce que je vous expliquais, c'est qu'on pouvait avoir un rebond un peu plus puissant, même peut-être revenir dans la zone de rechargement avant de repartir à la baisse. Mais bon, pour le moment, rien ne se passe de cette manière. Niveau annonce du FOMC, rien n'a bougé. Bref, on est toujours dans notre continuation. Donc c'est bien, c'est positif, un peu plus positif que la dernière vidéo. Surtout que voilà, on commence à voir qu'on se rapproche des plus bas, et le but à atteindre sur le Dixie, bien sûr, c'est les 104,636. Et ce que je vais te montrer, guys, c'était la charte du Bitcoin sur le monthly. Donc, c'est l'historique du Bitcoin depuis 2012. Et ce que tu peux voir, c'est que le RSI sur le monthly n'a jamais été aussi oversell. On est littéralement dans le moment où est-ce que le Bitcoin a été le plus survendu. Donc là, présentement, il est sous-évalué. Et honnêtement, je pense que faudrait arrêter un petit peu de chasser les bas de marché et dire on pourrait chuter encore plus bas. C'est sûr, sauf que est-ce qu'on veut risquer que finalement on ne chute pas encore plus bas et de ne pas acheter présentement parce qu'on se fait dire que les 10 000 sont possibles, les 5 000 sont possibles, les 3 000 sont possibles? Guys, je me dis en voyant cette charte-là et simplement en voyant ça, un Bitcoin qui est survendu sur le monthly de cette façon-là, pour moi, et c'est pas un conseil financier, c'est un go. C'est un gros, moi personnellement, je ne me retiens plus. Si le prix vient à chuter, je vais juste racheter plus bas. Mais ce que je me rends compte présentement, c'est que le Bitcoin est vraiment, vraiment oversell. Et il y a peut-être un vent de changement qui va arriver au courant des prochaines semaines, des prochains mois. On l'espère, en espérant que il n'y a pas d'autres annonces majeures négatives qui viendraient détruire le marché de la crypto encore une fois. Mais c'est une charte qui est quand même très intéressante. De jeter un œil là-dessus, guys, parce que le Bitcoin n'a jamais été aussi sous-évalué. Ça n'a aucun sens. Les gens qui vont te dire que le Bitcoin, c'est mort, faut que tu le vois d'une façon ou d'une autre. Soit le Bitcoin est mort, soit le Bitcoin va faire ce qu'il fait toujours, récupérer. C'est un ou l'autre. On ne restera pas à ces niveaux-là pendant 100 ans. Est-ce qu'on pourrait chuter, encore une fois? Peut-être, c'est possible, mais si on se fie aux chartes et aux données sur les chartes, le Bitcoin, présentement, c'est une opportunité. N'importe qui aurait acheté du Bitcoin à ces niveaux-là, aurait été extrêmement gagnant. Donc, c'est sûr que l'histoire tend à rimer. Elle ne se répète pas tout le temps. Mais si tu regardes que présentement, justement, elle ne se répète pas nécessairement. Là, maintenant, elle rime. Elle est encore plus bas que par le passé. Si tu me dis que ce n'est pas une opportunité, eh bien, c'est parce que tu ne crois tout simplement pas au Bitcoin. Un autre point qui est intéressant de regarder sur les chartes, c'est qu'on voit, surtout sur la charte de Coinbase, ce qui est vraiment intéressant, c'est les augmentations de volume. Là, lorsqu'on voit des pics de volume, généralement, ça signale un changement de direction du marché. Et là, on a le plus gros pic de volume qu'on a jamais eu sur le Bitcoin qu'on voit ici. Pourquoi on a des pics de volume? Ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui vendent et des acheteurs qui achètent. Donc, les Bitcoins changent de main. Ça arrive dans des sommets de marché et des bas de marché. Comme on a vu le sommet de 2017, le bas de 2018, le sommet de 2019, le crash du COVID, au crash de l'été 2021. Et là, en ce moment, on voit une autre explosion du volume. Donc, ça nous signale encore une fois que les Bitcoins changent de main. Ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre. Cette métrique prend le prix d'un UTXO Bitcoin à son acquisition et le divise par le prix
d'un ETX Bitcoin à sa destruction. Nous sommes donc en train de calculer le coût de base divisé par le coût de vente, qui nous permet donc d'observer si un Bitcoin, un UTXO sur le réseau, a été vendu à perte ou à profit par rapport à un contexte de marché donné. Ce qui nous intéresse et que nous avions déjà mis en évidence lors de précédentes vidéos, ce sont les tests de la zone neutre de la SOPR que nous pouvons voir ici présents. Voilà, juste ici, autour de la valeur de 1, quand la SOPR égale à 1, il y a donc peu de pertes réalisées et peu de profits réalisés. Les dépenses sont faites proches du coût de base. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est donc un premier rejet, un deuxième rejet, un troisième rejet et un quatrième rejet de cette zone neutre qui nous montre bien que les participants du réseau ne sont pas prêts à entamer une nouvelle dynamique de dépenses haussières, donc avec des dépenses qui sont à profit. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que nous voyons des participants qui, dès qu'ils sortent légèrement la tête de l'eau et qu'ils peuvent quitter le marché, ils le font. Donc nous sommes dans une phase de méfiance relativement importante qui nous montre bien que la psychologie des participants du marché n'est pas encore celle que l'on souhaite voir pour un retournement haussier. Idéalement, ce que l'on souhaite voir pour un retournement haussier, c'est ce qui s'est passé il y a à peu près 5 ans. Donc ici, lors du bear market de 2018-2019, nous avons pu voir ici encore du coup un test infructueux de la zone neutre pour ensuite avoir une grande dégringolade de cet indicateur qui nous montre bien qu'il y a une réalisation de pertes extrêmement forte qui passe ici des 0,90 comme le niveau actuel vers moins 10% environ de réalisation de pertes quotidiennes pour atteindre ici même un pic de 0,86. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui, lors de cette journée, le 11 décembre 2018, ont réalisé des pertes de moins 15% sur la journée seulement, ce qui est très très puissant. Une fois du coup que nous avons cette forte rate de réalisation de pertes, nous avons un rétablissement haussier de la SOPR qui vient rechercher des valeurs de plus en plus hautes, toujours dans la négativité, enfin de plus en plus baisse, pardon, toujours dans la négativité, pour ensuite s'affranchir de la zone neutre et venir retrouver des valeurs positives, tester la zone neutre et repartir du coup sur un cycle haussier. C'est exactement le comportement que l'on veut voir pour confirmer un retournement de tendance haussier et un changement de paradigme des investisseurs qui retournent vers une mentalité de prise de profit dans la force d'une hausse saine. Ce n'est absolument pas ce que nous avons en ce moment sur le marché, ce qui explique pourquoi le prix, dans sa chute, a emporté autant d'investisseurs et pourquoi ils ont réalisé autant de pertes. Donc ce test infructueux, plus la panique liée à l'événement d'FTX, ont provoqué une vague de vente historique qui est donc très très similaire à celle que l'on a pu voir en termes d'ampleur à celle de 2019, et nous avons actuellement une réalisation de perte moyenne d'environ moins de 10% sur le marché. Alors qu'il est, l'indicateur est légèrement en train de remonter, mais ce n'est une dynamique qui est très très court à très très court terme, et pour l'instant, nous sommes encore dans une réalisation de perte très très forte, dans un moment de capitulation important, qui est même plus important que ce que nous avons pu voir lors des phases de juin et de mai en ce qui concerne cet indicateur. Objectivement, il faut être honnête avec soi-même, on se fait souvent un avis sur un fondamental basé sur les on-dit. Polkadot, moi j'ai quelques amis qui sont développeurs, ok, qui sont allés sur Polkadot, essayer de développer, qui m'ont dit ouais mais mec putain tu comprends, c'est la merde et tout, c'est compliqué à développer sur Dot et tout. J'en sais rien, mais je le crois un peu plus à lui. Fondamentalement, bah, ça veut dire que je vais aller voir son avis à lui. Moi je veux voir les avis des vrais, les mecs qui mettent les mains dans les cambouis. Je veux pas voir l'avis d'un influenceur qui dit ouais Dot c'est la folie, Dot c'est énorme, il faut l'acheter. C'est un futur fondamental énorme. Ça ne veut pas dire, attention, que Dot ne va pas monter. Parce que je vous le dis, le prix à moyen terme peut se décorréler fortement des fondamentaux. Regardez Dogecoin, regardez Shiba Inu, regardez des exemples, il y en a plein en fait. Cet argument, il est incontrable. En fait, il faut comprendre que le fondamental vous dit le quoi acheter sur le long terme. Ça vous garantira que sur le long terme, ça prendra de la valeur. Ça vous garantira que le coin ne va pas mourir, ou la crypto. D'accord ? Parce que les cryptos, c'est éphémère. Il y en a beaucoup qui meurent et qui tiennent pas 3 ans, elles meurent. Hein. Ça vous garantit ça, le fonda. Par contre, vous voyez bien que le fondamental, ça vous garantit pas le quand acheter. Le quand. Et notre émotion qu'on a avec un coin, il est biaisé. Moi, j'ai adoré Ethereum parce que je l'ai acheté à l'époque à $150, quoi. 180, $150. Et je l'ai vu monter à... Ethereum, il monte à quoi? 4000, 4006. Bon, ben là, tu l'aimes, Ethereum. Mais il faut pas s'y attacher à ça. C'est très dur à dumper, après tu te dis 4000, et les gens ils disaient ouais c'est 10 000, et 20 000, toujours plus, tu sais. On devait aller aux 20 000 ouais, sur Ethereum.
Mais je me rends compte avec du recul que c'est quand tout le monde a appelé la cible des 10 000 et des 20 000 qu'on a dumpé. C'est tout. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. Donc, quelqu'un qui a acheté Ethereum à 4 000, j'ai un pote aussi, ou 2 potes qui sont rentrés sur Ethereum à 4 000 et sur BTC à 50-60 000. Ben, va leur dire ça, eux. T'aimes bien Ethereum? Ça veut dire quoi, t'aimes bien? Oui, j'aime bien les smart contracts, j'aime bien tout. Mais Ethereum, il lui a fait perdre 70% de son capital, quoi, en crypto. Est-ce que vous savez ce que c'est la SACEM? Mon grand-père bossait pour la SACEM. Il allait dans les bars et il vérifiait que les musiques qui passaient avaient payé leurs droits. Là, ce qui s'est passé, c'est que la SACEM s'associe à Pianity. Et c'est assez fou parce que on voit bien que les sociétés qui gèrent tous les droits, alors là, on parle de droits dans la musique, hein, d'accord, mais on parle de droits en général, que ce soit des œuvres ou que ce soit d'autres formes artistiques. On voit bien que le NFT est donc l'unicité numérique, le fait d'avoir quelque chose de numérique, de virtuel, mais de bel et bien unique grâce à la technologie de la blockchain, que ce soit de la spéculation, qu'on dise ça c'est bien, ça c'est beau, alors ces chimpanzés sont trop chers ou pas assez chers, tout ça on s'en fout. En attendant, la technologie peut servir à régler un problème qui est bel et bien identifié, et on le voit parce que ce sont des grosses boîtes dans ces domaines-là qui petit à petit s'essayent avec des sociétés dans le monde de la crypto. Cela inclut notamment le droit de suite, une innovation majeure dans l'industrie musicale permise par les NFT. Donc en gros les droits que tu vas percevoir à la suite quand un album va circuler. À ce titre, chaque fois qu'un de ces NFT sera revendu à l'avenir, le créateur de l'œuvre musicales bénéficieront d'une nouvelle rémunération et pas simplement une rémunération à l'instant T au niveau de la vente. Bref, je vous ai parlé de Pianity, je me devais de vous raconter et j'ai voulu aller dans le détail parce que c'est comme ça, il y a les bonnes rencontres et il y a les rencontres dans les moments difficiles. En attendant, c'est comme ça que j'ai jump chez Pianity et depuis les mecs enchaînent banger sur banger parce que pour aller signer la SACEM, il fallait quand même être relativement robuste. Rappelez-vous aussi également, on en a déjà parlé, mais actuellement sur Polkastarter, il y a les Game Street Awards qui se déroulent. Donc là, vous allez voir plein de projets qui vont dire allez les gars, votez pour nous, votez pour ci, votez pour ça. Et, ce sera les résultats, c'est le 15 décembre, donc vous pouvez encore voter si vous le voulez. Et puis voilà, donc il y a plein de projets qui sont en lice, Venari, Axie, tout ce que vous voulez, tous les gros projets de toute façon sont dessus. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.